Alors je vous écoute. Vous me posez des questions que je n'ai jamais Quelle a été la durée du tournage et quelle a été la plus grande difficulté pour faire le projet? Alors, 35 jours de tournage et demi, c'est important. 35 jours et la plus grande difficulté, franchement, il n'y en a pas eu. Enfin, il y en a eu plein et il n'y en a pas eu en même temps. Parce qu'en fait, quand le film, arrive à son terme, comme là, tu as la chance de ça, tu retiens que les choses positives, tu vois. Moi, en fait, pour faire la jeunesse du film, j'ai écrit ce film, j'ai signé avec une productrice, Lisa Benguigui, qui avait 24 ans, moi j'en avais 25. On a mis 5 ans à le monter. On a tourné, on n'avait pas de distributeur, donc on ne savait même pas si le film allait sortir en salle. On a fini le film le 26 juin, je l'ai montré à l'équipe. Après, on a été sélectionné au Festival du film d'Angoulême. On a eu Wild Bunch qui a signé 3 semaines avant le Festival d'Angoulême. On pensait avoir un petit papier, genre un petit coup de cœur, peut-être dans le Parisien, peut-être un petit truc. C'était une demande et finalement on a eu le prix du public, ce qui a déclenché une puissance médiatique très forte, une présence médiatique très forte. Et puis, je te vois pas. Et puis ensuite une tournée, 50 dates. Tu vois, moi j'ai outsider de chez outsider quoi, tu vois. Donc les difficultés, non. Après techniquement, ce que je peux te dire sur le tournage, ça a été la lumière, tu vois. Parce qu'on a tourné en partie dans le Nord-Pas-de-Calais et que tu as 6 heures de jour pour 9 heures de tournage. Donc toute l'équipe s'est mise dedans. On a fait des pauses repas un peu plus courtes, mais on termine une demi-heure avant. Donc voilà, ça a été assez sport. Surtout une course contre la montre. On était prêts bien avant que le soleil se lève. Et puis c'est ça qu'on a eu des beaux ciels et des belles images, des belles lumières surtout. Voilà, ça c'était une difficulté. Et après, moi j'étais assistant réalisateur pendant 10 ans, donc j'ai fait des films français, américains. Qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a que des solutions, quoi, tu vois. Enfin, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, parce que, je crois. Et j'ai vu que vous aviez du coup eu recours au financement participatif là, pour ouais. La post-prod. Ouais. Déjà, comment vous vous êtes dit, tiens, on va avoir recours à ça Alors, c'est pas moi perso, c'est Lisa, donc ma productrice, qui en fait a fait un rapprochement avec des étudiants à la Sorbonne. Il se trouve que l'un des ponts de la Sorbonne qui anime la classe, la masterclass marketing là, c'est le créateur de Touscoprod. Donc quand on a donné notre film en études marketing à l'époque où on n'avait pas de distributeur, où on ne savait même pas, enfin voilà, on a dit est-ce qu'on peut, ils ont dit surtout le premier truc c'est faites des vidéos. Donc on a fait des vidéos, elle est revenue Lisa en me disant faut que tu fasses des vidéos, j'ai dit ok, et j'ai eu ces 2 idées, je sais pas si vous avez vu les vidéos, de vidéos qui sont sur YouTube en fait qui reprennent des personnages dans d'autres situations, dans lesquelles je me mets en situation en fait. Donc si vous avez aimé le film et vous les aimez, vous les verrez dans d'autres situations, mais eux les personnages. Donc voilà, on a fait 2 vidéos et on a fait cette campagne. En parallèle de ça, moi je me dis mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, on va voir, qu'est-ce que ça va faire. Elle me dit je sais pas, mais c'est une bonne chose, même si c'est 10 000 euros, 20 000 euros, c'est peu par rapport au budget d'un film. Elle me dit je sais pas pourquoi, ça va créer un lien social avec les gens, il y a trop de gens qui nous demandaient, en plus sur le tournage, donc des figurants, c'est comment on peut vous aider, la famille. Là c'est le premier film, donc tu as plein de gens qui disent mais comment on peut participer, aider, voilà. Et puis des figurants qui ont mis leur salaire en contribution, qui avaient 200 € et qui les ont mis sur Touscoprod. On ne savait pas trop quelle allait être la finalité. Surtout à cette époque, on ne savait pas qu'on allait avoir des semaines de montage supplémentaires parce qu'on était en retard. Puis on ne savait pas qu'on allait avoir des problèmes de musique. Voilà, ça a été ça. En tout cas, ça a couvert ça. Surtout, ce qui a été génial, c'est de voir l'interaction. Voir qu'en fait, on n'avait pas 184 coproducteurs, mais 184 ambassadeurs du film qui ont pris le film à bras le corps. Et aujourd'hui, en fait,
la presse elle nous parle que de ça. C'est-à-dire que comme si c'était un truc extraordinaire, ça l'est puisqu'on est en interaction quotidienne avec ses coproducteurs. Même si la somme qui va être assez basse. En fait, ça nous a plus rapporté en autorité dans la manière dont on véhicule, en plus qu'on véhicule dans le film, les valeurs qu'on véhicule et qu'ont pris les coproducteurs, quoi. Mais c'est génial, ils sont tous au générique, ils ont tous eu des t-shirts, des DVD, des machins, des éléments du décor, tout ça, parce que ça allait entre 5 € et 500 €. Quoi. Et donc ils ont eu des paquets, on a envoyé ça avant Noël. Donc c'était hyper heureux quoi d'avoir. Et le total de fonds que vous avez réussi à lever 25 400 €. Voilà. 450. Donc ouais, ça c'était chouette. C'était chouette. Mais il n'y a pas que là où on a fait. On a fait des interactions avec les gens. Là on a fait la première bande-annonce solidaire. Et ça j'en suis trop fier parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça. On a fait un partenariat avec les Restos du Cœur. C'est le premier film qui a un partenariat avec les Restos. Donc depuis la création des Restos. Donc c'est vraiment chouette. Et on a décidé de donner l'intégralité des revenus générés par les publicités avant la bande-annonce sur Allociné au Resto. Plus vous partagez la bande-annonce, plus le don au Resto est élevé. Et du coup, plus ça fait connaître le film, plus ça fait connaître Allociné, et on est tous contents. Surtout que je me souviens, c'est une petite aparté, mais on avait découvert les premières images il y a quelques mois au Show Web, qui était un événement pour les blogueurs, et j'ai souvenir qu'on était assez marqué par les premières images. De la bande-annonce. Moi, c'est ce qui m'avait donné envie de voir le film. Du coup, ça me semble tout. Ben oui, parce que. Enfin bon, merci. C'est chouette. Non, la bande-annonce, c'est une agence qui s'appelle SLP qui l'a fait. Et je l'ai fait avec lui. Mais il m'a surtout proposé plein de choses, on s'est pris un peu la tête. Parce que souvent, on a envie que ça soit... moi, j'avais pas forcément envie que ça soit narratif. C'est très dur de faire une bande-annonce, en fait. Je crois que j'en ai fait moi. Ils ont approfondir en donnant... Putain, on en a fait une pour Angoulême et on l'a pas diffusée finalement. Mais j'ai passé 5 jours avec un monteur pour... j'ai adoré, mais on m'a dit ouais, mais c'est trop jeune, tu fermes la cible, faut que ça soit en même temps auteur populaire, faut que ça plaise, faut qu'il y ait la comédie, mais pas que. Putain, c'était une tannée. Mais je l'aime beaucoup. C'était important pour vous que ce soit ce premier film qui parle de solidarité? Non, honnêtement non. En fait, c'est pas un truc sur la solidarité, c'est les rébellions positives. C'était important. En fait, il faudrait que tu reformules. Enfin, pas ta question, parce que quand je dis c'est important de faire un film sur la solidarité, c'est l'origine du projet. Oui, donc oui, l'origine du projet, c'était faire un film sur l'entraide et la solidarité, ça c'est clair. Ça l'est depuis longtemps, ça sort d'un... Bonjour. Le film vient d'un fait divers, entre autres, qui est Anne-Marie Costa, qui est une caissière qui s'est fait licencier pour faute grave parce qu'elle a volé un ticket promotion. C'était 3 hamburgers pour le prix de 2. Et en fait, quand je suis allé la voir, je me suis dit, ouais, j'avais déjà écrit le scénario, une grosse partie, tous les personnages étaient là. Quand je suis allé la rencontrer en Lorraine, en fait, elle m'a montré toutes les lettres de soutien qu'elle a eues. Son histoire, en fait, c'était un vol absurde, mais tout l'entraide, la générosité qu'elle a eue, les tickets resto qu'elle a reçus, de l'argent, des chèques, des machins, tout ça a été beau, quoi, et elle en a encore. Donc c'était, quand je suis allé la rencontrer, déjà j'ai compris la tonalité du film, c'est-à-dire que ça allait être une comédie, parce qu'elle en riait de tout ça, et que finalement c'est aussi des personnages qui se battent pas pour plus, enfin voilà, ils veulent pas plus, ils veulent pas une maison secondaire, un yacht, un machin, ils veulent juste garder ce qu'ils ont et conserver ce qu'ils ont. Et ça, je crois que c'était déjà universel, quoi. Ça l'est déjà universel. Il y a beaucoup de familles qui essayent de joindre les deux bouts, quoi. Et voilà, en tout cas, ce qui était important pour un premier film, j'essaie de regrouper ta question en tout cas, mais pour un premier film, c'était important de faire un film avec du sens, un film qui soit positif, solaire, qui ouvre le débat et qui soit pas moralisateur et encore moins misérabiliste. Ça c'est pas parce qu'on est en précarité qu'on doit être pauvre, moche, gros. Au contraire.
c'est que toute la solidarité, la générosité qu'il y a dans le Nord-Pas-de-Calais particulièrement, mais la précarité elle est partout. Moi j'ai été assistant sur Bienvenue chez les Ch'tis et sur À l'origine de John Lennon, entre autres, et j'ai tourné pas mal de temps là-bas du coup. Et j'ai rencontré des figurants qui m'ont donné mais tellement d'amour, tellement de gentillesse, tellement de simplicité, de générosité, d'authenticité. Je me suis dit j'aimerais tourner là-bas pour mon premier film. Voilà. Donc oui, la solidarité, tu sais, moi, pour moi, vraiment, les solutions à un système qui pousse à l'individualisme, à une crise qui isole tout et tout le monde, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Voilà. Là, on le découvre depuis qu'il y a eu des événements dramatiques, et de toute façon, l'histoire nous prouve que dès qu'on vit quelque chose de dramatique, il y a une sorte de rassemblement comme ça, un peu, je sais pas, qui pousse à une union plus ou moins intéressée. Et en tout cas, tu vois, moi je suis très fier de ce solidaire, parce que c'est ce qui est dit dans le film, ce qui est dit depuis 1 an et demi dans le film. Et souvent on fait le parallèle avec l'actualité, évidemment, parce que l'actualité, on a montré, on a tous vu, je sais pas si vous avez fait la marche, moi je l'ai fait 3 fois sous l'essence, mais que des beaux rassemblements peuvent exister. Voilà, et ça c'est l'histoire de ces personnages, quoi. Ils sont dans un hard discount, ils n'ont ni de syndicat ni de CE, et la seule moyen de lutter contre cette déshumanisation, contre cette arrivée des caisses automatiques, c'est de s'unir, se regrouper. Et voilà, donc elle est là, ça c'était clair. Je voulais faire un film sur les personnages qui réagissent. Je voulais faire un film où on pouvait rire de la crise, comme les comédies anglo-saxonnes post-Thatcher, qui ont été pour moi les plus belles, mais même italiennes, qui est même Le Pigeon, tu vois, on parle de The Van, Les Virtuoses, plus récemment The Pride, même Little Miss Sunshine. En fait, c'est des personnages qui réagissent face à une crise. C'est-à-dire qu'il y a un système social qui est dur, mais celui-là, je ne l'invente pas, je suis même juste témoin de ça. Et confronter la crise avec, avec des personnages qui réagissent, qui sont humains, hein, qui sont juste faillibles, quoi, du coup. Ça crée des situations drôles. Mais pas que. Donc c'est ça qui est... Et puis on est solidaire jusqu'à quel point, jusqu'à quel moment, jusqu'à quel niveau, parce que le système quand même est toujours plus fort, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant dans votre scénario, c'est qu'au final, vous ne voulez pas absolument finir pas sur un happy end, puisque du coup il y a quand même des conséquences réalistes. Il y a les policiers qui sont là derrière, il y a pas trop qui porte plainte, enfin ça reste quand même des conséquences, voilà, qui pourraient arriver, et du coup c'est vrai que c'est très intéressant. Moi je crois, merci, moi je crois que en fait la fin, souvent, il y a ça crée pas l'unanimité si tu veux la fin. Moi je m'en fous un peu parce que j'ai fait le film que je voulais faire. Non mais je veux dire, tu vois, quand on a fait 50 dates, donc en fait les témoignages que me donnent les publics, les spectateurs qui m'ont vu, c'était exactement les intentions que j'avais au départ. Donc je suis hyper content, j'ai fait le film que je voulais faire. Je voulais une fin ouverte, je suis juste réalisateur, je ne suis pas politicien, donc je ne veux pas juger ni apporter une réponse en disant voilà c'est comme ça et eux ils ont tort et c'est les gens, parce que ça c'est manichéen, ça c'est un système, les riches, les pauvres et puis voilà. Au contraire, moi je crois que leur combat, il les dépasse, c'est sûr, parce que c'est pas un combat individualiste, c'est un combat qui est plus grand que ça et qui est repris par ses clients qui font des mensonges. Et c'est là où on se marre, parce qu'on dit qu'elle est là la solidarité en fait. Et que ces personnages-là, oui, ils vont finir libres, enfermés, alors que Zabou Bretman, Sophia, elle va être peut-être libre, mais enfermée dehors. Voilà. Et moi je me demandais par exemple pourquoi Solidaire n'est pas passé en titre. En fait, pourquoi le discours, vous parlez des comédies britanniques, voilà, moi je pensais en effet en regardant à Full Monty, à Just a Kiss, en effet à The Pride, mais les titres dans un sens sont un peu rêvés, enfin on se dit ça permet l'évasion, alors que Discount, on pense en effet voir Discount, assez Discount, si je me demandais si ouais. Discount n'avait pas porté, non. Non. Donc en tout cas, pourquoi le choix du titre Pourquoi Discount? Parce que toi, moi, nous tous, on va être Discount à un moment donné. C'est qu'on va être remplacé par quelqu'un ou par quelque chose. Quelqu'un de plus jeune, moins cher, plus réactif. Et puis,
Dans tous les cas, tout le monde est comme ces produits qui arrivent à date de péremption en fait. Parce que nos personnages arrivent à date de péremption. Le discount, c'est comment. C'est comment, et c'est ce qui ouvre tout l'envers du discount en fait. C'est ça qui m'intéresse. La rébellion positive humaine, c'est tout ce qui sort de discount en fait. Et c'est regarder le positif de ça, au contraire. Et quand tu vois l'affiche, je la vois pas souvent, hein, mais moi je l'avais dessinée cette affiche. Après on m'a dit ouais, ça ressemblerait du ring et tout. Je dis mais je sens bien, mais bon. Et je l'ai pas vu, j'avais jamais vu le truc des renderings, enfin en tout cas l'affiche là comme ça. Je l'avais vraiment dessiné, hein. J'ai 25 schémas chez moi, ça. Je voulais des personnages qui sourient, qui soient dos à cette enseigne, qui pressurisent et qui poussent, et qui soient souriants vers nous spectateurs. Et puis vers cette solidarité. Voilà. Parce que c'est le sous-titre. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent que c'est le titre. Ça. Parce que c'est délicat, moi en le regardant, je me suis dit, une des cibles possibles, c'est en effet ceux qui vont dans le Nord se retrouver vraiment dans les personnages, et en même temps, on est tous cibles potentielles du discours, et des pièces automatiques, et de tout ça. Il y a une certaine fatalité. Il y a une certaine fatalité là-dessus, mais surtout il y a une réaction. Moi, mon idée, c'était de dire, regardez comment eux peuvent s'en sortir. Évidemment, ils transgressent, etc. Ils volent, hein, donc ils franchissent la ligne, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait, pourquoi le système pousse des gens honnêtes à transgresser, des gens en précarité à transgresser, elle est là la question. Et puis aussi, on voulait vraiment, tu vois, sur l'affiche, moi j'avais envie de quelque chose de solaire, et je suis hyper content parce que je la vois dans la rue, cette affiche, et ben en fait, je ne veux pas nous envoyer des fleurs parce que je suis pas tout seul, mais tout est gris, tout est noir, putain. Et ça m'ennuie, quoi. Voilà. Moi, je suis hyper content de voir une affiche bleue, claire, je sais pas, elle accroche l'œil. Voilà. Même si une grande partie du film est gris et noir. Mais oui, mais le film, moi, je trouve pas qu'il soit noir. Je trouve que la réalité est noire, mais bon. bon. Mais voilà. Ils sont dans un environnement qui, au départ, est... Oui, qui est noir, mais moi, je reconnais plein de gens qui sont RSA et qui vivent très bien. Et qui avec un petit verre de rouge sont hyper heureux et qui vivent simplement. L'idée, c'est que nous, Parisiens, on peut peut-être regarder ces gens en disant oui, ils sont précaires, ils sont en situation précaire. Ça, c'est clair. Mais quoi, le système est complètement aveugle par rapport aux gens en précarité, aux travailleurs pauvres. Parce que c'est des travailleurs pauvres. Ouais. C'est surtout ça, c'est pas des mecs, c'est pas des SDF, mais ils sont à deux doigts, quoi. Voilà, mais est-ce que ça les rend tristes? Non. Moi, je crois qu'ils se plaignent pas, ces personnages. Il n'y en a aucun qui se plaignent. Ça, c'est français de se plaindre, je trouve. C'est le principe. C'est le principe du t-shirt blanc. Si vous avez un t-shirt blanc, vous allez à une soirée, il y a une tache d'encre avant de partir. Et il y a 9 personnes sur 10 qui vont voir la tache d'encre. Moi, je suis en train de dire, regardez, tout t-shirt est blanc. C'est une question de point de vue, de regarder les choses plus positives. Peut-être ça paraît con, mais voilà, j'ai 31 balais. Moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire à mes enfants, à mes nièces, que l'avenir, c'est qu'il y a un peu d'espoir. On peut un peu souffler, on peut un peu se divertir aussi, même si la réalité est dure. Voilà. Ça, c'est la vie. Hein, parce que c'est tourné un peu comme un conte, quand même. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, j'y crois. C'est un peu comme une fable moderne, mais d'une réalité vraie. Mais ça va aussi avec le casting. C'est-à-dire que moi, franchement, entre nous, moi j'en ai marre d'aller voir des films avec une star à qui il arrive une histoire improbable. Moi, j'ai envie de voir des acteurs qui sont des personnages à qui il arrive, des personnages ordinaires à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est là, il y a une problématique, ça devient une intrigue, et puis on plonge avec eux. Moi, c'est ça, on parlait des rébellions, de la solidarité. Moi, c'est le groupe qui m'intéresse. C'est comment on s'unit contre un système, comment on dit non. Il y a des personnes qui passent... moi, j'ai des amis qui n'arrivent pas, qui ont 50 balais, qui n'arrivent pas encore à dire non à des choses simples, quoi, de la vie, apprendre à dire non. Et eux, ils le font, voilà. Et je voulais aussi des personnages, voilà, qui soient des travailleurs d'acteurs, qui soient des acteurs qui pensent plus à leur personnage qu'à leur image. Je trouve qu'on est un peu trop, surtout dans le cinéma français, bouffé par ça. Bouffé par... Moi, c'est pour ça qu'on a mis 5 ans.
5 ans, parce qu'on a passé la moitié de... Enfin, 3 ans à dire, mais c'est une comédie, mais pas que une comédie, c'est le moment, émotion. Ah, donc c'est un drame. Non, c'est pas que, tu vois. Et Dans une case. voilà, mais parce que... mais après, ça dépend. Tu sais, le film, il a plusieurs lectures. Et il y a une dame, un jour, qui m'a dit, ah là là, vous parlez des femmes, vous parlez que... Enfin, je sais pas, elle... C'est, en fait, c'est pas moi qui le dis, mais en ayant fait voilà, ces dates-là, tu as une sorte d'exutoire en fait. C'est-à-dire que les spectateurs te parlent de leur vie, enfin je sais pas si c'est comme ça sur tous les films. Ce qui est dommage, j'aurais bien aimé que ce soit mon deuxième, parce que comme ça j'aurais pu comparer, mais là c'est vraiment, les gens parlent vraiment. Et quand on va, il y a des gens qui vont voir que la pressurisation de travail. Il y a des gens qui vont voir que Emma. Parce qu'elle a un enfant, parce que voilà, ça parle en tout cas, ça touche, enfin en tout cas. Et, tu vois, souvent dans les débats, tu as des questions-réponses, et en fait là, c'est plus des témoignages. Ah ouais, ah putain, d'écouter des nanas qui se lèvent et qui expliquent comment elles écrasent des chapons alors qu'elles n'ont pas de thunes pour en acheter pour leur gamin. Il y a une dame... à Bring, elle est venue, elle était avec 5 copines. Et elle est venue et elle m'a dit, je peux vous apporter un témoignage. Elle est partie, j'étais avec Olivier Barthélemy. Et elle nous a pris par les mains, elle s'est pleurée dans nos bras. Elle a dit, moi je pique dans les veines, voilà. Et j'ai l'impression d'être une voleuse et tout. J'ai dit non, parce que ça c'est pas du vol. C'est du vol aujourd'hui, mais ça ne le sera pas demain. N'ayez pas honte de ça. Elle dit, bon, je voulais juste vous le dire. Ça m'a fait rire en plus. Ça m'a fait tellement rire. Et elle s'est retenue d'émotion parce qu'elle avait peur devant ses copines. Et elle est repartie, elle dit, je vais revoir mes copines parce qu'elles sont pas au courant. Je voulais sécher mes larmes. Ça c'était beau. Moi, enfin voilà, on fait que du cinéma. Tu vois. Enfin, faut aussi... enfin, je suis pas en colère, mais... Tu vois, les stars à qui il arrive des choses improbables, moi aussi ça me saoule. Les acteurs, les réalisateurs, quand on se met en danger. Là vraiment, je prends un risque. Tu prends un risque. Non, tu prends pas de risque, tu te mets pas en danger, tu fais du cinéma, mais... Enfin, tu vois, même si là, je vois une Algérienne... Oui, mais elle n'est pas sauveteurante mentale, elle n'est pas pompier, elle n'est pas chirurgien, cardiologue. Tu vois, elle est actrice de cinéma, gagne très bien sa vie, elle a la chance de le faire très bien. Et mais Zabou, elle a pris des risques, elle a travaillé, quoi, c'est du travail. Ouais. C'est pas... Enfin, voilà, elle a appris l'algérien, on a travaillé ensemble, c'était super. Voilà, on a constitué une famille, on a essayé de réfléchir ensemble à ce que c'était que d'être une femme directrice franco-algérienne, quoi. Voilà. Elle aussi dit non, parce qu'elle aussi elle correspond pas aux cases dans lesquelles on pourrait... Je sais pas trop si elle dit non, moi je crois pas. Je crois qu'au contraire elle accepte ce système. Non mais par rapport à celle de sentimentale, je veux dire. Ah oui, mais dans son milieu, moi je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que serait la chute d'une directrice de magasin. Comment on pourrait symboliser la fin de son histoire. Et en fait, avec tous les hard disques que j'ai vus et les hyper dans lesquels on peut aller, il y a une vie de Santin là, qui est toujours là. Et le 3/4 des vies de Santin que j'ai vues, enfin quand j'ai visité les hard disques de ville, il y a des stores derrière. C'est complètement con, hein. Des stores derrière une vie de Santin, parce qu'on ne le voit pas. Même si on est très proche, on ne le verra jamais, quoi. Donc j'ai vu, mais de tous, il y a des stores, c'est débile. Et donc j'ai remis des stores, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La seule chose qui l'anime, c'est la peur aussi. Elle a peur d'être vue. Donc sa fin à elle, c'est d'être vue par une employée libre-service, une employée multitâche, Christiane Corinne Maziero, la voir à travers sa vie de Santin, qui est évidemment la vie de Santin de la garde à vue. Et moi je crois qu'elle a le choix. C'est justement, elle baisse la tête, mais elle a le choix. En tout cas, elle est pressurisée, elle aussi. Ça, la pressurisation dans l'entreprise, elle est à tous les étages. Peut-être qu'elle ne soit pas... on voit son nom, mais pas son visage sur l'affiche. C'était aussi voulu pour laisser la place au c'est pas son histoire. C'est pas l'histoire de Sofia Bellin. C'est l'histoire de nos 5 personnages qui avancent. Zabou, elle a été la première... une des premières à m'aider, à signer justement en disant moi je veux faire Sofia Belaoui pour le système. Enfin voilà, l'entreprise elle voulait
travailler, enfin voilà, je vais travailler sur ce projet-là. Elle a mis 2 ans à dire oui, je t'inquiète, je suis encore là. Voilà. Et ce serait mentir. Moi j'ai pas envie de ça. Enfin voilà. Et puis voilà, c'est pas parce que Zabou Watman n'est pas sur l'affiche que vous n'êtes pas là et qu'on n'a pas de promotion du film. La vedette, la star du film, c'est Discount. Il n'y a pas. La star, s'il y avait une vedette, c'est le film en lui-même, je crois. Voilà. Au bout de cette tournée, vous avez eu des retours de directeurs de magasins ou de caissières Ouais. Il y a une dame qui est venue me voir à Sarlat et elle m'a dit. Elle a été assez violente. Elle m'a pris le bras et tout. Ton magasin, ta responsabilité, là. Et puis elle me dit, vous êtes bien en dessous de la réalité, là. Je dis, ok. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'ai vous êtes caissière. Elle me dit, non, ton magasin, c'est ta responsabilité, je suis directrice de magasin. Et elle était en train de me témoigner comment c'était beaucoup plus dur dans sa vie. Voilà. La misogynie au travail, tout ça. Et puis il y a un autre directeur qui est venu me voir, qui m'a dit moi je chronomètre mais j'ai pas le choix. Alors, je lui ai dit alors on va parler, parce que si tu as le choix, on est obligé de céder aussi à ça. Ils sont dans une logique de rentabilité. L'idée c'est que les produits, peut-être que ces produits profitent aux bonnes personnes. Les produits qui sont javelisés. D'un côté, tu as des associations qui n'ont pas ni les moyens techniques ni humains pour aller chercher ces produits. Et puis de l'autre côté, tu as des directeurs qui ont envie de donner mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont responsables de la qualité du produit. Donc ils sont responsables de son acheminement s'ils le feraient. Donc c'est camions frigorifiques, des gens, des employés, des tris. Donc ça coûte des charges sociales, donc ça coûte de l'argent. Et en même temps, donc c'est pas qu'ils ne veulent pas, souvent qu'ils ne peuvent pas, ou ils ne connaissent pas les associations, à qui, quand. Et puis il y a une logique des dates de consommation, quoi, les dates de péremption. Les dates de péremption sont faites pour vous faire consommer, parce que quand on voit les dates de péremption, c'est fini, il faut aller retourner au supermarché, c'est bête et méchant, mais c'est ça. Moi, mon grand-père, il sentait un yaourt et puis il en mangeait, hein. Mon père aussi. Hein. Donc voilà, moi aussi, on est tous à ce sujet-là. Donc, si le film arrive à faire l'interface entre ces associations et ces directeurs qui ont envie, ce serait chouette. L'idée, c'est pas d'être moralisateur en disant regardez, ça se passe comme ça. En tout cas pour ces produits, et ce qui se passe en intérieur dans l'entreprise, ça se passe de partout. Moi, je me suis renseigné que sur les blogs. Hein. J'ai essayé de rencontrer plusieurs, hormis cette caissière Marie Costa que j'ai rencontrée. Et j'ai rencontré 2-3 caissières, mais c'est très particulier, quoi. Chacun a son point de vue. Il y a des gens qui diront oui, on javélise, mais non, on ne met pas de la javel, on prend du bleu, machin, puis on ne monte pas dans la benne parce que machin. Enfin, souvent, tu as les détails qui sont très très précis, mais en fait, ça n'est pas généralisé tout ça en fait. C'est qu'il y a des éveils de conscience, il y a des hypermarchés, des supermarchés et des hard discount qui trient, qui un peu donnent pour se donner bonne conscience parce que c'est déductible d'impôts à certains, à certaines associations, mais ça n'est pas généralisé, comme en Belgique par exemple. Donc, mais justement, sur un des effets du film, même si on n'est pas censé faire forcément le passerelle avec la réalité, mais moi je trouve que c'est sur cet aspect gâchis, cette scène mais écœurante, en effet, ils sont obligés de marcher vers ces produits, on sait que ça existe. Quelle sensibilisation il pourrait avoir auprès des directeurs de magasins et auprès des politiques pour créer des passerelles avec les associations, avec la récupération, en se disant... Alors la passerelle, il y en a, en fait, il y en a plein. Quand j'ai fait... quand on a commencé, on savait qu'on allait tourner le film Discount, j'ai rencontré pas mal de protagonistes qui luttent contre le gaspillage. Donc il y a Ecosphère, par exemple, qui est Xavier Corval, qui a fondé Ecosphère. C'est une start-up que c'est devenu un copain, Xavier. C'est une start-up qui met en interface entre les grandes surfaces et des personnes qui auraient besoin de ces produits. Donc ça peut être des associations, aussi des personnes qui ont des licences de viande avariée ou de produits avariés, comme les zoos, etc. Ou des personnes qui peuvent transformer. Il faut faire des soupes, faire des machins, des soupes froides, des sushis, des machins, avec des fruits et légumes
PME. Donc Ecosphere, c'est une start-up. Il y a ça, il y a Optimiam aussi, pas que dans la grande distribution, hein, parce qu'il y a Optimiam. En fait, la lutte contre le gaspillage, elle est plus large que la grande distribution. Ouais. Aussi, il y a les restaurants, les pâtisseries, voilà. Optimiam, ça a commencé dans le 5e, ça s'élargit de plus en plus. J'adore Optimiam, c'est génial. C'est donc une interface qui dit à telle heure, au dernier moment, qui collecte des commerçants, des boulangers, machin, et qui dit à telle heure, voilà, je vais jeter tel truc. Donc en gros, vous pointez à tel endroit et vous achetez, soit on donne, soit on achète à moindre coût. Donc ça c'est super. Et il y a aussi Check Food, j'adore, ça j'en parle tous les jours, je vous en reparlerai. Check Food, c'est une application smartphone. Vous partez en week-end, où voilà, vous dites il reste des fruits et légumes et machin, vous prenez en photo, vous mettez la date de péremption du produit, et là vous êtes géolocalisé. Et il y a l'association la plus proche de chez vous pour soit donner votre produit, vos produits, soit que l'association vienne les chercher chez vous. Voilà, Check Food. Donc l'idée avec le film, moi j'ai pas de prétention politique, pas du tout, parce que déjà faire un film c'est militant, donc il faut trouver du sens. Et la fin est ouverte, le débat est sur la table. Pour vous dire, le soir des attentats, on devait aller, on était invité à l'Élysée pour parler de ça. Moi je suis juste réalisateur, hein, donc une sorte de... Le débat, il doit être aussi citoyen. C'est ça qu'on voit souvent drôle et citoyen. Citoyen parce qu'il y a un événement. Faut pas aller à l'Élysée, mine de rien, quand il y a une équipe d'un film, vous pointez du doigt quand même une réalité dont les petits doivent en parler. Tout le film, par exemple, comment dire, les produits qui ont été... tous les décors étaient vides. On a acheté à des banques alimentaires pour faire le hard discount et le discount alternatif. Les fruits et légumes, on les a achetés à Andes, qui est l'Association nationale des épiceries solidaires, Guillaume Babs. Et on a ensuite les produits qui étaient, par exemple, les fruits et légumes, on les a transformés, on a fait des jus de fruits, des soupes sur le plateau pour l'équipe technique. Et après, les produits qui étaient encore consommables, on les a donnés à des banques alimentaires. Donc ça servait à tout. On arrive au bout du temps, peut-être une dernière question. Ouais. J'ai répondu à tout ou pas? Non, j'ai une question. Donc, pour revenir un peu sur le film, moi l'humour est vachement dans les dialogues en fait, qui sont très naturels et simples. Des phrases, voilà, quand il y a la petite vieille qui dit toi t'as une tête de délinquant, une tête de délinquant et tout. C'est des trucs qui voilà, on a l'impression qu'ils les ont sortis comme ça sur le moment. Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation ou tout était... Elle l'a dit 5 minutes avant en fait, de tourner. Ça s'est tourné chez elle, chez Marianne. Et en fait, 5 minutes avant, donc ça c'était la demi-journée d'équipe. Les figurants sont arrivés et c'est ça? Ouais, en fait, dans cette mais là particulièrement pour cette scène, donc c'est moi qui conduisais le camion avec les sacs et tout ça. Et en fait, j'arrive avec Pablo, l'enfant, Ethan, et Yacine et Tanguy. Donc le Renoir, le Rebeu. Et en fait, elle nous connaissait sauf les deux. Et là, c'est chez elle, tu sais, à la fin, le plan, quand elle ferme la porte, elle fait solidaire, voilà, c'est chez elle vraiment. Donc je me pointe, je fais, ah ça va Marianne, nanana, et puis on attendait la caméra. Et elle fait, ah ça va Julien, ouais, ça va Pablo, ouais, ça va Ethan, ouais. Ah, et eux c'est qui? Exactement la phrase, je te jure, eux c'est qui? Et je dis, c'est moi, hein. Je lui dis, c'est les potes, ils jouent dans le film aussi, c'est bon. Et ils sont là, ils nous aident quoi. Et là elle fait, ah ouais, ah bon? Ah non, mais parce qu'on se méfie, non, parce qu'ils ont quand même des têtes de délinquants quoi. Et là, je me tape une barre, mais je crois que j'ai jamais autant ri. Il y a eu plein de moments, et du coup, la caméra est arrivée, je lui ai demandé de redire les trucs, on a travaillé comme ça. Mais le tarama, c'est venu aussi comme ça. En fait, c'est pas de l'impro, c'est-à-dire qu'on a construit, pour moi, t'écris ton scénario, t'es comme ça, comme un con, dans ton bureau, t'es super, et puis 3 ans après, tu as les décors, la réalité du tournage, du temps, du moment avec qui tu le tournes, la mise en bouche avec des comédiens, voilà, et tout ça, moi je fais aucune lecture, je fais aucune répétition, j'aime bien l'instinct, j'aime bien ce qui est. Alors,
c'est assez instinctif et nerveux, mais j'aime bien l'authenticité en fait, la déstructure des répétitions. Du coup, ça donne des dialogues comme ça, vrais, parfois chaotiques, mais vrais en tout cas. Moi, quand Pascal, il dit, quand Alfred, il dit putain, tu vas voir qu'on va passer aux 20h. Cette phrase me fait mourir de rire. Parce que c'est des vrais gens, parce qu'ils font un truc, d'un seul coup, c'est énorme. Putain, ils ont fauté. Et tu vas voir, on va parler de nous aux 20h, quoi. Et en même temps, dès le début, on s'attend à ça, on sait que c'est la chute inévitable. Le fait qu'il passe aux 20h, qu'il se fasse prendre. Ah oui, peut-être. Bah, tu vois, ironie du sort, hier soir, on était aux 20h, je perds ça. Mais voilà, non, mais c'était. Ouais, c'était fou parce que dès que tu vas voir qu'on va passer aux 20h, on pensait. Moi, je disais, putain, tu vas voir qu'on va passer aux 20h, je suis sûr. En fait, il y a eu beaucoup de phrases du tournage, que je disais, sont revenues. La scène du tarama, par exemple, j'ai demandé à Anne-Marie Bellecourt, quand on a commencé par le cast, donc je lui ai dit, je trouve du tarama. Et lui, il cherchait vraiment, il n'avait pas compris ce con même, je l'adore, il cherchait du tarama. Je me dis, il n'y en a pas du tarama, mais tu te dis que tu trouves du tarama. Et après, j'ai construit toute cette histoire avec les figurants, parce que quand j'étais assistant, donc je gérais la figure. Et voilà, pour moi, le point de vue, il vient de là, il vient des personnages de la vraie vie, quoi. Mais toutes les prises, par contre, c'est qu'une prise. Hein, voilà. Toutes les prises que vous voyez avec la figure, c'est une prise. Quand elle lui dit pourquoi t'as mis la lessive là alors que le shampoing il est en bas, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Et il dit je dis non mais attends, c'est n'importe quoi. Elle, c'était une nana qui est une figurante. Qu'est-ce que je l'ai aimée cette nana. Elle était en fait, elle accueille la table régie, elle avait le décor en face, enfin l'appartement en face de chez Gilles. Donc là où Pablo ou Hervé. Donc elle a la table régie, machin. Elle nous voyait tous les jours, puis elle était curieuse, rabat, elle nous regardait comme ça. Puis elle souriait comme ça. Et là, je lui dis, vous habitez là? Oui, oui. Et elle commence à rigoler et tout. Je lui dis, elle était hyper... le réalisateur me parle, tu vois. Et moi, je fais, vous habitez là? Ouais, ouais. Ça vous dirait de faire de la figuration? Ah, carrément! Elle fait, carrément, je suis prise! Comme ça, je suis prise dans la... Comme ça, mais vraiment. Oh putain, c'est vrai que vous me prenez. J'ai réussi. Et je sais pas, j'ai réussi, j'ai gagné. Et je lui dis, mais vous avez gagné quoi? Vous l'avez observé. Oui. Et elle dit, oh là là. Et elle a fait des cousins. Je vais tourner dans le film et tout. C'était beau. Même la dame qui ouvre les sachets à la fin, etc. Cette dame un peu forte qu'on voit dans le discours d'alternative. Elle aussi, elle habitait à côté. Et c'était fou parce que quand elle est venue, elle a fait cette scène avec Pascal. Évidemment, c'est tout un travail parce que nous, sur un plan de travail, il y a marqué femme shampoing, machin. Et t'as tous les assistants qui flippent. Qui va faire comédien pour faire le truc. J'ai dit, quel temps on va trouver. Et elle, c'était la nana la plus. Et donc elle a fait. Elle a réussi. À la fin, elle a pleuré dans les mains en disant j'ai réussi. Tu vois, c'est exactement ce que disait ma productrice depuis le début, c'est ce qui est dans le film, c'est on lâche rien, on va y arriver. Quand elle lui explique ceci est carton 1, c'est carton 2, tu mets ça avec les tucs et tout, ça fait partie de scène, ça c'est complètement improvisé cette scène. C'est la dernière scène d'ailleurs qu'on a tournée, je voulais pas la tourner en fait, parce que j'ai tout. Puis en fait, je dis bon, quand même, enfin, tu vois, je dis quand même, t'as écrit une scène, tu vas-y. C'était vraiment la dernière, je lui dis, elle pas du tout écrite comme ça, c'était une transition. Christiane et Alfred sont bourrés dans la cuisine et parlent un peu de. Et je dis, mais elle est drôle, parce que quoi? Parce que je dis à Pascal, donc Pascal Demelange, je lui dis, écoute, tu fais ce que tu veux, vous faites ce que vous voulez, mais c'est Corinne qui termine en disant on lâche rien. Voilà. Tu lui expliques, ceci est carton 1, donc je lui montre une fois, tu prends les tubes, tu me montres, ok, elle le fait. Elle le fait. Et en fait, ce con de Pascal Demelange, c'est des blagues entre comédiens, lui pique la seule phrase que j'ai demandé à Corinne. Donc il fait comme ça, il attend le créneau de la caméra pour bien le faire, pour bien que ça soit monté, et il fait
on lâche rien. Et là, elle commence à exploser de rire, parce qu'on fatigue tout. Mais elle rit de ce cours de comédien de son ami, enfin notre pote, qui lui pique la phrase, et on lâche rien. Elle commence à rigoler et on reprend. Comme il y a la scène du gendarme. Simplement, Louis, je suis désolée. Ah, il il faut va falloir qu'on enchaîne, sinon on va être vraiment en retard pour la suite. On aurait bien écouté tous pendant qu'on vient. Mais la scène du gendarme, c'était un faux gendarme, elle n'était pas au courant que le gendarme allait arriver. C'est un mec qui était assistant figure, qui cherchait la figure. Il y avait un petit truc comme ça, et le copain qui est à côté, à droite, elle croyait que c'était un figurant, c'était un copain comédien. J'ai mis en relation avec l'assistant figure. Mais comme faisait Piala, moi j'adore ça. Parce que ça l'aimait, c'est qu'une prise là. Parce qu'elle dit, ah, je t'ai déjà vu. Bah ouais, je suis gendarme. Et c'est le loup dans la bergerie. Ça crée des